Les archives commencent il y a 32 000 ans, dans une grotte du sud de l'Italie. Quelqu'un y est assis et a moulu une graine pour en faire de la farine. Nous le savons grâce à la pierre découverte par les archéologues. De couleur brun clair, à peine plus grande qu'une main, elle était polie à une extrémité par des décennies d'utilisation. Il s'agit du plus ancien outil de transformation alimentaire jamais trouvé en Europe. Faisons un bond de 12 000 ans en arrière, dans les grottes du Maroc. Les habitants de cette région consommaient tellement de ces aliments que leurs dents se sont pourries. 51% des adultes avaient des caries. C'est le même taux que chez les premiers agriculteurs qui se nourrissaient de céréales et de miel. Mais ces gens n'étaient pas des agriculteurs. C'étaient des chasseurs-cueilleurs vivant dans un Sahara verdoyant. Le sol de la grotte était jonché de coquilles. Des tonnes. C'était leur nourriture de base, toute l'année. Avant le blé, avant l'orge, avant le riz, avant même que quiconque songe à planter une graine en terre, la nourriture tombait du ciel. Voici l'histoire du gland. En Californie, les glands étaient l'aliment le plus abondant sur les sites archéologiques. Leur consommation a été continue pendant 9000 ans. 75% des populations autochtones de Californie dépendaient des glands comme aliment principal. Les Yokuts, les Miwoks, les Pomos et les Euros en étaient tous dépendants. Une famille type consommait entre 450 et 900 kilos de glands par an, soit plus d'une tonne. Mais ils ne se contentaient pas de les ramasser, ils les cultivaient. Lorsque les colons européens arrivèrent en Californie, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Les chênes s'alignaient en rangées parfaites. On pensait que cette disposition était naturelle. Il n'en était rien. Les Amérindiens avaient planté et entretenu ces arbres. Ils pratiquaient des brûlages dirigés pour débroussailler et favoriser la croissance des chênes. Ils géraient ces forêts comme les agriculteurs modernes gèrent leurs champs de maïs. Les chênes vivaient des siècles et n'avaient pas besoin d'être replantés. Certains arbres appartenaient à certaines familles. Certains bosquets appartenaient à des villages. Ramasser des glands dans le bosquet d'un autre village pouvait être un motif de guerre. Ces arbres ne représentaient pas seulement un repas. Ils représentaient des décennies de sécurité alimentaire. Ce n'était pas de la nourriture primitive. C'était de la civilisation. On raconte que les Arcadiens de la Grèce antique vivaient de glands avant même l'apparition de la Lune. En Espagne et en Italie, les glands constituaient 20% de l'alimentation paysanne jusqu'en 1900. Des textes agricoles chinois du VIe siècle recommandent explicitement les chênes comme culture de noix. Sur le plan nutritionnel, les glands surpassent de loin nos aliments de base modernes. Un gland contient plus de calories par portion que le blé ou le maïs. Il est composé de 18% de matières grasses, 6% de protéines et 68% de glucides. Le blé et le maïs modernes contiennent 2% de matières grasses. Les glands contiennent donc 9 fois plus de matières grasses que les céréales. Elles sont riches en vitamine A et en vitamine C, en acides aminés essentiels, en potassium et en magnésium. Une fois séchés, les glands se conservent jusqu'à 10 ans sans se gâter. Un chêne adulte produit 450 kg de glands par an, certains jusqu'à 1 tonne. Un hectare de chênaies peut fournir 2700 kg de nourriture. Un hectare de maïs offre un rendement similaire, mais sa culture exige chaque année labour, semis, fertilisation, irrigation et traitement phytosanitaire. Les chênes, eux, ne nécessitent aucun entretien. Ils poussent sur des pentes abruptes, inaccessibles aux tracteurs, sur des terres marginales où le maïs ne pourrait pas pousser. Leurs racines profondes préviennent l'érosion. Ils alimentent les nappes phréatiques. Ils fournissent de l'ombre, du bois de chauffage et du bois d'œuvre. Un seul chêne constituait un système alimentaire complet. Plantez-le une fois et vos arrière-arrière-petits-enfants en récolteront les fruits. En 1929, un agronome nommé G. Russell Smith a écrit un ouvrage de référence intitulé « Tree Crops, une agriculture permanente ». Il a étudié les glands, mesuré les rendements et interviewé des aînés. Et il a posé une question simple.
Pourquoi le chêne n'est-il pas déjà devenu une culture abondante? C'est l'une des énigmes de l'histoire. Mais ce n'est pas une énigme, c'est une tragédie. En 1848, de l'or fut découvert à Sutter's Mill, en Californie. En moins d'un an, 90 000 chercheurs d'or affluèrent dans l'État. Avant la ruée vers l'or, 150 000 Amérindiens vivaient en Californie. En 1873, il n'en restait plus que 30 000. 80% de la population fut anéantie en 20 ans. Rien que durant les 2 premières années, 100 000 personnes périrent. Entre 9 000 et 16 000 furent assassinés de sang-froid. Ce n'était pas un accident, mais une politique délibérée. En 1851, le premier gouverneur de Californie, Peter Burnett, s'adressa à l'Assemblée législative de l'État. Il déclara clairement qu'une guerre d'extermination se poursuivrait entre les races jusqu'à l'extinction de la race indienne. L'État finançait des milices pour traquer les Amérindiens. Il offrait des primes pour les scalps. Entre 1851 et 1852, la Californie a dépensé 1,7 million de dollars pour le génocide. Mais les milices ne se contentaient pas de tuer des gens. Elles s'attaquaient aussi au système alimentaire. Elles incendiaient des villages et, plus particulièrement, les réserves de glands. Des extraits de journaux intimes datant de 1851 décrivent des milices traquant des familles et incendiant leurs greniers à glands pour affamer les survivants et les chasser des contreforts des montagnes. L'État a interdit aux Amérindiens de pratiquer des brûlages dirigés. C'est précisément cette technique qui avait permis aux forêts de chênes de se maintenir pendant 9000 ans. Les autorités fédérales ont négocié 18 traités avec les tribus californiennes, garantissant 7,5 millions d'acres de terre. Le Sénat américain les a tous rejetés. Les violences des colons se poursuivirent. Les forêts de chênes furent rasées pour faire place au blé et au maïs. Les colons européens amenèrent des porcs. Les sangliers sauvages errèrent dans les forêts, dévorant des tonnes de glands et détruisant les réserves alimentaires des tribus restantes. Un éditorial de l'époque résumait bien la situation. Nous avons détruit leurs vergers de chênes. Nous avons fauché leur blé, qui était la semence de l'herbe sauvage. Nous avons massacré les hommes et étouffé les femmes. Et maintenant, l'expiation doit être la destruction totale. Il ne s'agissait pas simplement de progrès, mais d'élimination. Car un système alimentaire fondé sur les chênes présentait une faille fatale aux yeux de la nouvelle économie. Il était incontrôlable. Un chêne ne nécessite pas l'achat de graines chaque année chez un marchand, ni l'utilisation d'engrais ou de pesticides, ni même la possession du terrain. Les chênes poussent à l'état sauvage. On ne peut pas facilement taxer quelqu'un qui ramasse des glands en forêt, mais on peut taxer quelqu'un qui achète des semences de maïs. Les cultures annuelles nécessitent propriété, culture et dépendance. Les glands ne nécessitaient rien de tout cela. Un système alimentaire pérenne qui nourrit gratuitement les populations représente une menace pour une économie fondée sur la rareté. Alors, les chênes furent abattus. Ceux qui savaient les transformer furent tués et ce savoir fut qualifié de primitif. Mais le savoir est plus difficile à tuer que les arbres. On a demandé à Julia Parker, une aînée Miwok de la côte, pourquoi elle continuait à préparer la soupe aux glands, un processus laborieux. Elle a répondu que c'était vital pour eux autrefois, et que cela l'est encore pour beaucoup d'entre nous qui souhaitent apprendre ces traditions. Nous ne devons pas perdre les anciennes méthodes. Aujourd'hui, les failles du système industriel apparaissent et le gland fait son retour. En Corée du Sud, le domuk, une gelée de gland, reste un aliment de base très apprécié. À Martinez, en Californie, un moulin moderne transforme les glands en farine pour les boulangeries. Au Texas, des entrepreneurs vendent des biscuits à base de glands. Sur l'île grecque de K, l'initiative Hamada Acorn finance par crowdfunding des déshydrateurs solaires, offrant ainsi aux habitants la possibilité de tirer profit des forêts de chênes centenaires qui recouvrent encore leurs collines.
Il ne s'agit pas de simples curiosités historiques. Ils sont le début du souvenir. Pendant 32 000 ans, les humains ont transformé les glands en farine. Pendant 9 000 ans, les tribus californiennes ont géré des vergers de chênes qui ont nourri des civilisations entières sans une goutte d'aide irrigation. Les arbres sont toujours là. Ils poussent dans nos forêts, dans nos parcs, dans nos allées. La plupart des chênes d'Amérique continuent de laisser tomber des tonnes de feuilles mortes chaque automne. Et nous les ramassons, les mettons dans des sacs en plastique et payons pour qu'on les emporte. On nous a dit que c'était primitif. Mais un arbre qui nourrit votre famille pendant 10 générations sans appauvrir le sol n'a rien de primitif. C'est l'agriculture la plus avancée jamais inventée par l'humanité. Ce savoir n'est pas perdu. Il est inscrit dans les cernes de chaque chêne. Nous attendons le jour où nous cesserons de le considérer comme de la nourriture pour écureuils et où nous nous souviendrons de sa véritable nature. Civilisation.